Donc, je disais que la meilleure manière de commencer euh, cet entretien, c'est un peu par les débuts. Je me souviens que c'est 2017, non, 2018 que je te rencontre. Donc, ce qu'il faut dire, en fait, pour ceux qui nous écoutent, c'est que donc on a enfin, une personne en commun par laquelle on va se rencontrer, qui est Abbas, qui est tout premier fondateur américain. Donc, je me lance dans l'aventure de pas. Et puis, donc, je te rencontre au travers de lui. Et à l'époque, toi, tu fais une grande école d'ingénieur au Maroc. Donc, pour moi, je me dis que tu vas faire un peu le cursus classique, quoi. C'est-à-dire, tu fais ta formation et puis euh, tu vas essayer d'être recruté par une grosse entreprise. Surtout que quelques temps après, tu vas partir pour la France. Et donc là, je vais te perdre de vue. Et puis, quoi, fin 2021, je commence donc 21 ou 22. Je commence à voir donc, on est toujours en contact plutôt sur Facebook, on ne se parle pas. Par contre, je vois que tu commences à partager de manière dynamique, en fait, ce que tu fais avec ta boîte. Et puis donc, plus tard, tu vas avoir un échange avec toujours à place, qui va donc me faire part, en fait, de tout ce que vous êtes en train de faire. Et peut-être, on va en parler avec design, etc. Mais je veux comprendre, c'est le déclic pour l'entrepreneuriat, ça part à partir de quel moment? C'est-à-dire que quand est-ce que tu te dis que voilà, c'est quelque chose vraiment que tu veux faire? Euh, il y a plusieurs réponses, mais je pense que la réponse la plus adaptée. En fait, j'ai toujours eu cette prédisposition à vouloir faire du business. En fait, ça va de là. C'est vouloir faire du business, même étant plus jeune. Je viens quand même d'une famille c'est modeste, c'est que je ne manquais de rien au quotidien. Voilà. J'avais une vie tranquille. Je ne pouvais pas, je ne devais pas me plaindre. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour que je puisse avancer tranquillement et sereinement. Mais j'avais Mhm, toujours tendance à vouloir faire du business. Je te prends par exemple la petite anecdote. C'est que j'avais 9 ans, je me rappelle. Je viens d'une famille, on va dire la famille élargie d'agriculteurs. Et on a mhm, accompagné souvent nos tantes au champ, les vacances scolaires. Et je mhm. me rappelle une fois, on a Ah, récolté peut-être pour celui qui ne sait pas d'où tu parles, donc, tu sais du Cameroun dont tu parles, n'est-ce pas? Juste pour donner un effectivement, contexte un ouais, peu. ouais, ouais, du Cameroun, ouais, j'ai effectivement, tout mon parcours a été fait au Cameroun jusqu'à l'obtention de mon DUT. Donc, pour remettre un peu de contexte, quoi. Donc, je suis Mhm, originaire de la région de l'Ouest au Cameroun. Et on sait que les personnes originaires de la région de l'Ouest sont des personnes, en général, il y a beaucoup d'agriculteurs là-bas. Donc, du mhm, coup, pendant les vacances, je crois que c'était en 2010, je pense, si j'ai bonne mémoire. Je suis rentré des champs, justement, j'étais allé aider ma tante pour récolter les arachides. mhm. Et du retour, on revient toujours avec assez de provisions. Moi, ce que j'ai fait, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé laver les arachides, je suis allé au bouillir, j'ai mis dans un plateau et je suis sorti de la maison pour aller les vendre. Et voilà, quelques 50 mètres, 100 mètres plus tard, ma soeur m'a arrêté et puis elle m'a empêché d'y aller. Parce que je n'avais pas véritablement un besoin financier. C'est juste que j'étais toujours voilà, attiré par cette voilà, business, faire du business et tout. Ça m'a toujours parlé sans forcément connaître pourquoi. Mhm. Donc, ça, c'est la jeunesse. Et puis, le véritable déclic, c'est lorsque je suis arrivé effectivement au Maroc en 2017. J'ai eu le déclic au Maroc. Le véritable déclic était là-bas parce que, étant resté en Afrique, j'ai pu voir la différence qu'il y avait entre le Cameroun et le Maroc. Et puis, je me suis Mhm. dit, wow. Donc, à ce moment, je me suis. Et véritablement, j'avançais sans. J'avais des objectifs, mais c'est à ce moment que j'ai véritablement eu un objectif personnel. Je me suis dit, mais en fin de compte, on a des choses à faire chez nous. On a véritablement des Mhm. choses à faire chez nous. Et fort heureusement pour moi, j'ai intégré un cursus d'ingénieur. C'était doublement gagnant pour moi. Donc, Hmm. et pendant Explique, toute ma. explique un peu le contraste là. Deux exemples peut-être qui te viennent tout de suite à l'esprit. Je prends l'exemple le plus simple. Je suis arrivé à Hmm. l'aéroport Mohamed V à Casablanca. Donc, quand je suis Ouais. arrivé, j'ai vu Yaoundé Simadin, Mohamed. Je me suis dit, bon, peut-être Ok. la vitrine, c'est pour vendre c'est pour les touristes, c'est pour vendre. Je ne me doutais pas qu'à l'intérieur du pays, ça allait être encore plus magnifique. Donc, une fois que je suis entré au pays, je suis arrivé
Je me suis arrêté à l'école, donc le train même qui m'a amené à Casa Voyageurs, je me suis arrêté en chemin pour visiter l'école. Donc, j'ai déjà vu qu'en termes d'un point de vue infrastructure, le Maroc n'avait quasiment rien à envier à ce qu'on pouvait voir sur les chaînes occidentales. Donc ça, c'est ça, c'est vraiment le premier élément marquant. Deuxième élément Absolument. marquant, c'est après, c'est mon vécu personnel, c'est que c'est le traitement, que les Africains subsahariens ont au Maroc. Même si derrière, on a tendance à dire qu'ils sont accueillants. Moi, j'ai eu une expérience qui n'était pas très positive et c'était souvent ramené à l'état de l'Afrique subsaharienne. C'est: «De Mhm. toute façon, vous ne faites rien chez vous, de toute façon, vous venez ici chez nous profiter, de toute façon». Et ça, c'était le deuxième. C'était vraiment le deuxième point qui m'a vraiment marqué, qui m'a dit: «En fin de compte, il faut que je fasse quelque chose à mon Mhm. échelle». Et je pense que Mhm. c'est véritablement ça, c'est vraiment le voyage. Pour moi, je résume ça, c'est sortir du Cameroun qui était le déclic pour moi. C'est qu'aller voir ailleurs comment ça se fait et me dire: «Mais on ne fait rien chez nous». C'était ça vraiment l'élément déclencheur. C'est à partir de ce moment et mon aventure entrepreneuriale effectivement commence à après mon séjour au Maroc, où j'ai commencé déjà, avant high-tech design, je commence déjà des projets avec des amis, d'autres qui ont marché, d'autres qui ont échoué. Mais Tout à véritablement, fait. c'est ça, et quand on creusait un peu, on se rendait compte, c'était toujours la motivation de pouvoir apporter quelque chose pour contribuer justement Absolument. tu vois, à la construction. Voilà, je dis toujours Cameroun, mais quand moi, je globalise toujours à l'Afrique subsaharienne parce que je m'identifie mieux par rapport à cette Mhm. région-là. Voilà, Mhm. c'est de là, en fait, si tu veux, que part mon amour pour l'entrepreneuriat. Alors, alors, donc, high-tech design, c'est quoi? Dans quel secteur d'activité vous êtes? Où est-ce que vous êtes implanté? Voilà, donne-nous un peu la présentation de. OK, je donne d'abord le contexte même de la création d'IT Design, tu vas rigoler. Mhm. Quand j'étais en école d'ingénieur en quatrième année notamment, justement, j'étais apporté par voilà, cette envie d'entreprendre au Cameroun, de faire quelque chose de concret, de pouvoir de valoriser justement mes acquis. J'étais déjà dans ce mood-là. Et du coup, je recherchais vraiment un projet qui allait me donner sens à ce que je fais au quotidien, aux études que je fais, parce que j'ai une formation d'ingénieur génie industriel spécialisé en Mhm. mécatronique. Donc, je me disais: «Qu'est-ce que je peux apporter? Et quelle peut être ma valeur ajoutée?» Et je me Mhm. suis lancé justement dans une réflexion. Et pendant cette phase de réflexion, j'ai intégré un programme, ce qu'on appelle étudiants entrepreneurs, qu'ils ont mis ici en place en France, donc que j'ai OK. suivi. Donc, ça m'a permis derrière voilà, de canaliser la réflexion, de l'orienter. Et le premier projet qui est sorti c'était un Fab Lab. Pour te dire qu'Hightech Design, même tel qu'on le connaît aujourd'hui, a failli être un OK. Fab Lab. À la base, c'était Mhm. un Fab Lab que je voulais montrer justement pour vulgariser et démystifier justement les technologies, en général, les technologies qu'on peut retrouver en général dans les Fab Labs qui sont en fin de compte des vitrines. Si tu veux, pour moi, c'est des vitrines, on va dire, de cas d'usage de la technologie pour moi, surtout les technologies numériques, donc que c'est soit machine à commande numérique ou le digital en général, mais les Fab Labs misent vraiment dessus et sur l'aspect innovation. C'était vraiment ça à la base que je voulais mettre en place. Et dans les réflexions, je me disais aussi: «Je ne veux pas juste mettre un monter un projet pour monter un projet, je vais être une partie prenante dans ce projet». Tout à Et fait. rapidement, la question du modèle de rentabilité du Fab Lab se posait. C'est qu'un Fab Lab, pas bon, des discussions, c'était un business model rapide, c'était difficilement c'est que, rentabiliser un Fab Lab, c'était compliqué, en tout cas. C'était Mhm. compliqué de Mhm. rentabiliser un Fab Lab. Donc du coup, il y a Mhm. vraiment une réflexion qui allait dans tous les sens. En fait, ça commence en 2018, hein. Je venais juste d'arriver en France. Donc j'étais déjà dans cette démarche à mon arrivée. Donc voilà, j'ai commencé à réfléchir, par rapport à ça à partir de 2018, mais je suivais toujours mon cursus d'ingénieur. Mhm. Et puis, il y a eu on va dire première solution possible, c'est pouvoir monétiser des services à l'intérieur du Fab Lab. Mais quand on a regardé l'écosystème camerounais, il y avait des Fab Labs déjà qui avaient du mal à s'en sortir. Donc, c'était compliqué à vraiment à rentabiliser comme activité. Mhm. Et puis, j'ai carrément laissé tomber le Fab Lab. C'est que j'ai laissé tomber le Fab Lab, j'ai dit: «Bon, OK, je cherche un autre projet». Hem, Vu que j'ai une formation mécatronique, mais peut-être à la base, c'était une formation orientée vers l'automobile.
J'ai commencé Mhm. à me dire, bon, l'automobile, au Cameroun, on a besoin d'avoir une touche un peu nouvelle dans le secteur automobile, surtout dans la partie SAV, avant d'attaquer la partie production. Donc, Mhm. c'est là que l'équipe de ITX s'est constituée à ce moment-là. D'accord. C'était, c'était des personnes avec qui j'avais déjà travaillé sur d'autres projets entrepreneuriaux ou d'autres connaissances, ou d'autres des connaissances, juste des amis de lycée avec qui Ok. on s'est retrouvés ici en Europe. Donc, l'équipe s'est montée d'abord dessus. On a créé iTech Car. C'était d'abord iTech Car. On voulait justement révolutionner le SAV automobile au Cameroun. C'était Ah, l'objectif, c'était véritablement de rapporter justement notre savoir-faire sur la partie maintenance. Justement, parce que le constat était fait, c'est qu'on avait des véhicules de plus en plus récents qui arrivaient au Cameroun, dont mhm. le SAV n'était pas forcément maîtrisé, parce que c'était beaucoup plus technique. Voilà, Mhm. Ok. l'électronique embarquée c'était plus juste la mécanique automobile, c'était l'électronique embarquée dans le véhicule. C'était véritablement, voilà, un secteur donc c'est un secteur, mais jusqu'aujourd'hui, c'est toujours un secteur qui est porteur et qui est promoteur. Donc, voilà. Donc, on est allé dessus. On a donc décidé j'ai monté l'équipe, on était 5. Donc, l'équipe, dans mes associés actuels chez high Design, on était 5. Ok. On a commencé à initier, moi j'étais en France, il y a une en Allemagne, il y avait l'autre aussi en France et 2 au Cameroun. Donc, on a commencé à réfléchir dessus. Euh, on a commencé à avoir des barrières parce que, si tu veux, la compétence locale était l'un des principaux freins. Mhm. À quel niveau? La compétence, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas dans un garage au Cameroun, très peu maîtrisent la SAV de véhicules, on va dire à partir de 2010, qui sont bourrés d'électronique. C'est de l'électronique, Mhm. c'est au-delà de la mécanique. On va dire, si tu veux, je te donne un chiffre, hein. La majorité, on va dire à peu près 60% des pannes aujourd'hui dans les véhicules sont des pannes électroniques à la limite. La mécanique aujourd'hui, il y a déjà un certain background et une expérience dans la mécanique, de telle sorte que voilà, les gens ne galèrent plus à aller déceler des pannes mécaniques. Par contre, l'électronique aujourd'hui, qui a été intégrée dans les voitures, aujourd'hui on parle de voitures avec des automatismes ça et là, ouverture automatique, voilà. Tout à On fait. parle maintenant de véhicules autonomes même. Donc, Mhm. je ne parle même pas de véhicules électriques où la mécanique carrément disparaît. Là, on parle Mhm. purement sur des moteurs électriques avec de l'électronique électrique qui est un peu de partout. Donc, il y Mhm. avait véritablement ce manque de compétences parce que au Cameroun, le marché camerounais était, si tu veux, saturé par des compétents, mais en mécanique. Ok. Donc, on n'arrivait pas forcément à trouver de profils qui étaient en adéquation avec ce qu'on voulait faire, en réalité. Ok. Ça, c'était la première Mhm. barrière. Et puis, il y a eu d'autres Mhm. barrières de l'ordre de l'administratif. Voilà. À distance, ce n'est pas forcément évident à gérer. Donc, on restait quand même un projet qui était piloté à distance. Ce n'était pas forcément Mhm. évident. Mhm. Et voilà. Et du coup, c'est second, on va dire, c'était pas forcément l'échec, mais Fab Lab a échoué. Je voyais ITK qui échouait. Je me disais, ah, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? je- j'étais un peu perdu. Et puis, j'ai un pote justement qui est un de mes associés qui a une bijouterie Ok. et qui m'avait parlé justement d'un projet d'achat d'une machine qui va permettre de graver des bijoux, donc pour personnaliser les bijoux. Tout à Donc, fait. on s'est lancé dans la réflexion au bout de 3 6 mois. Donc, je me suis mis à la recherche de fournisseurs en Chine. Donc, j'ai commencé à discuter avec des fournisseurs. On discutait. Et on a trouvé justement le fournisseur qui remplissait nos critères, que ce soit en termes de qualité comme de prix. Donc, voilà. C'est comme ça que finalement, on s'est lancé là-dedans. On a acheté une graveuse laser qui permettait de personnaliser les bijoux. Donc, la bijouterie, un clin d'œil au bijoutier des 107. Donc, Mhm. c'est de là véritablement qu'a été design par parce que le fournisseur qui nous a permis justement d'atteindre l'objectif justement et de pouvoir vendre ce service on va dire, de personnalisation de bijoux, c'est le même fournisseur avec qui on travaille aujourd'hui. Donc, Mhm. en 2020, on a l'achat de la machine pour graver les bijoux qui se fait, qui arrive au Cameroun. La formation avec les fournisseurs qui se fait à distance. Il y a la prise en main de la machine. Et ça fonctionne bien. 1 an, 2 ans, on n'a pas de souci. On a 1 an avec la machine sans aucune panne. Tout se passe nickel. Il y a une assistance. Voilà, il y a quand même une facilité à prendre en main le truc. Et puis, je me remets à repenser à mon projet de Fab Lab. Je me dis, comme Mhm. ça, hein, je me dis, mais finalement, au lieu de faire un Fab Lab, est-ce qu'il n'y a pas un modèle qui pourrait justement lier
les technologies et si tu veux, la partie fabrication, parce que le Fab Lab, c'est quand même un lieu de fabrication et d'innovation. Donc, c'est de là, en fait, que la réflexion a été design, que le projet a été designé. Je me dis, est-ce qu'en fin de compte, on ne peut pas, justement, je fais du génie industriel et aujourd'hui, il y a clairement quelque chose à faire du côté de la fabrication et du usinage, justement, parce qu'on reste sur des métiers qui sont très informels. C'est des Mhm. artisans en général, moi je Mhm. les appelle des artisans. Et on, Tout à fait. nous, moi, à ce moment, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'industrialiser ce métier, de le rendre plus professionnel? C'est là, on réfléchit avec justement Steve Foka. Donc, c'est avec lui que, à ce moment, c'est vraiment avec lui que je discutais, même si après, il y a des associés bon, qui étaient déjà là, mais qui ne contribuaient pas véritablement, mais ils étaient quand même déjà là. Donc, voilà, Mhm. on réfléchissait déjà. Et puis moi, je suivais déjà une page au Sénégal qui s'appelle Metal Art, donc qui faisait justement de la soudure. C'était un atelier de soudure à l'époque, voilà, qui faisait de la soudure en 2018, je pense. Et j'ai vu l'évolution de Metal Art. Je le suivais sur Mhm. le Facebook, et puis j'ai vu comment est-ce qu'il a intégré justement les machines à commande numérique qui sont, je crois, que c'est une machine, la machine les machines les plus présentes dans les Fab Labs. Comment est-ce qu'il a mis justement les machines à commande numérique, si tu veux, à des fins justement de fabrication et pour justement professionnaliser son métier. Et de 2018 à 2020-21, j'ai vu l'évolution. Donc, il était quitté d'un atelier, je crois, de visu, hein, peut-être de 20 mètres, de 30 mètres carrés. Et j'ai vu l'évolution, comment est-ce il a créé tout un modèle justement derrière ça. Et je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Mhm. Bon, moi, j'ai poussé, tu verras un peu plus tard, j'ai poussé la réflexion beaucoup plus loin que ça, mais je me suis dit, ça ressemble à ce que je veux faire. En tout cas, c'est un très bon point d'entrée et ça me permet de mettre en avant mes acquis justement d'ingénieur génie industriel. Et c'est Mhm. de là que j'en parle à Steve Foka, qui est mon associé, et puis on en parle à Julie, qui est notre associé, et puis Abderrani, qui est un Algérien, qui est un des autres associés, et le dernier qui est Gisela Noumissi. Euh, donc, on en parle et finalement, on se dit, bon, ITK, c'était pas mal, mais le marché, est-ce qu'il est prêt ou alors est-ce qu'il y a tout est réuni? Même si nous, en tant qu'entrepreneurs, notre but, ce n'est pas de venir trouver un marché où toutes les conditions sont réunies, c'est justement créer les conditions justement pour pouvoir. On s'est dit, finalement, est-ce Mhm. on ne créerait pas justement un point d'entrée qui serait justement la professionnalisation justement de ce métier justement, on nous appelle les soudeurs chez nous ou alors les chaudronniers en général, mais voilà, de professionnaliser parce que chez nous, c'est très, très informel. Donc, Mhm. il y a une réflexion qui s'est donc faite dessus avec justement mon parcours d'étudiant entrepreneur, avec quelques bases justement pour monter un business. Ce sont de là avec on va dire nos petits acquis, mon background industriel et puis l'équipe aussi qui était plutôt complémentaire. Au bout de 6 mois, on sort un business plan. C'est de là, hein, on sort un business plan, on n'a pas d'argent. Malheureusement, Mhm. il nous fallait, je crois à l'époque, capital entre la machine, les locaux et tout, il nous fallait à peu près 40 millions ou 30 entre 36 et 40 millions de francs CFA d'investissement. Et voilà, on était bloqué, hein, on était bloqué par rapport au Alors, financement. On était je tous, rappelle à ce moment, tu es toujours étudiant. je suis toujours étudiant, je suis en fin de quatrième année. Je suis toujours étudiant. Donc je valide ma cinquième année en gros, hein. Là, je valide ma cinquième année. Mhm. On est tous étudiants, 40 millions de francs CFA, c'est à peu près 80 000 euros, si je ne me trompe pas, ou Mhm. 70 000 euros. Je me dis déjà, bon, c'est des montants assez conséquents. Donc c'était compliqué. Donc, entre-temps, on continue la réflexion, on peaufine les business plans. Je finis mon école d'ingénieur. Donc, je valide mon année d'ingénieur avec mon stage d'ingénieur. Et j'ai deux possibilités, deux réflexions en tête. Soit je continue les études, Mhm. soit je vais travailler, soit je me lance dans l'entrepreneuriat. Mais je me lance dans l'entrepreneuriat, je n'ai aucune, voilà, je n'ai pas de garantie, voilà, je pars de rien. Et je reste quand même assez lucide parce que je connais mon parcours, je sais d'où je viens. Donc, voilà, je me dis, je veux prendre les risques n'importe comment. Donc, Heu, il existait déjà, comme je t'ai dit, un groupe, d'étudiants de la terminale C lycée bilingue de Bafoussam, big up à la promotion 2015. On s'était retrouvés justement en Europe, un groupe d'une vingtaine de personnes et on avait tous à cœur et ça c'est de plus en plus rare donc on avait tous à cœur justement de pouvoir mettre en si tu vois?
au service justement de notre pays, nos acquis, de pouvoir faire quelque chose. On était tous d'accord de façon unanime sur le fait qu'il fallait faire quelque chose au Cameroun. Il fallait le Ouais. faire. Donc du coup, c'est allé de là. Genre, j'ai proposé justement, voilà, s'il faille constituer 40 millions, 5 personnes, c'est plus compliqué que 20 personnes. Je suis allé Mhm. de ce raisonnement-là. Et puis, je leur ai proposé, écoutez, c'est aussi valable pour le projet high-tech design, c'est que ça pourrait être valable pour n'importe quel projet porté par un de nous. Mais je pense que ce serait intéressant qu'on mette en place une sorte de tontine qui va financer des projets portés par l'un de nous en destination justement du continent. C'est allé de là, voilà, la réflexion était justement orientée dans ce sens-là. Et c'est de là que décolle le financement d'high-tech design. En fait, je Wow. voulais te donner le contexte de la création d'high-tech design. En fait, Très high-tech important. design est parti de ce qu'on appelle Love Money, mais Mhm. d'anciens Mhm. camarades de lycée à moi, avec qui on a gardé Mhm. du lien, avec Mhm. qui aussi on partageait une certaine vision vis-à-vis du continent. Mhm. Mhm. C'est intéressant que tu le dises parce que tu vois, l'un des thèmes que je voulais qu'on aborde aussi, c'est la question du financement. Je vais l'aborder plus tard, mais là, tu me fais une belle passe. Alors, tu as beaucoup de gens. Nous, on le voit un peu plus parce que comme on accompagne des boîtes qui lèvent des fonds, ça fait que parfois, alors ceux qui ne savent pas à peu près à partir de quel stade est-ce qu'on accompagne, donc viennent nous livrer en fait leur besoin de financement, donc on en reçoit pas mal. Et puis tu as beaucoup en fait qui ne sont pas encore arrivés à un stade qui a légitimé qu'ils aient du business angel, bien, etc. Et qui sont au début, là où toi tu te trouvais, et puis, parce qu'ils ne vont pas réussir à mobiliser des fonds par des mécanismes classiques, voilà, ils vont laisser tomber le projet. Mais toi, à ta manière, tu es en train de dire que oui, il y a ces mécanismes classiques, mais tu as pu convaincre des copains de lycée. Enfin, je veux dire qu'il y a eu un besoin de financement. Le fait que tu n'aies pas été un blocage, le fait que ton père ou ta mère n'ait pas de fonds à t'envoyer n'a pas été un blocage, tu as trouvé un autre stratagème. Et puis, de toutes les façons, voilà, il y a de l'argent, il faut juste savoir comment convaincre ceux qui en ont. Et puis, à ce stade-là, c'était des camarades, et puis ils ont mobilisé le financement. Et la question que je demande à partir de là, c'est le sentiment que tu perçois sur le continent, chez plus en plus d'entrepreneurs, quant à la question du financement. C'est quoi ton opinion dessus? Est-ce que le manque de financement est un blocage? Est-ce que tu estimes qu'il y a du financement? Comment tu analyses un peu cette question-là? Ok. Je vais te donner mon analyse très, très, très subjectif, mais qui peut être Mhm, aussi très objectif. Je pense mhm, qu'aujourd'hui, et j'ai compris avec ma petite expérience que le financement devrait être le dernier des soucis. Je m'explique. mhm, Parce que à l'époque, quand je cherchais justement le financement avec design, avant de me retourner vers justement des amis, j'ai essayé déjà voilà, de voir ce qui existe en termes de financement, que ce soit via des banques, en fait des canaux classiques. Ça ne marchait mhm. pas forcément. En général, c'est parce que tu n'avais pas, si tu veux, on n'avait pas la légitimité. Parce qu'en fin de compte, l'idée est extraordinaire, tout le monde peut l'avoir. La différence entre une idée de projet et une entreprise, c'est l'action. Yeah. Donc, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, et c'est à ce moment que je me suis donné comme challenge, si j'ai réussi pas à convaincre des anciens potes à moi qui me connaissent, je ne pense pas qu'une banque pourra investir en moi. Yep. Moi, et c'était véritablement ça mon challenge, c'est que si véritablement cette première phase du projet, je ne réussis pas à mobiliser, c'est que pour moi, c'était véritablement un challenge. C'est que les personnes qui m'entourent, qui savent plus ou moins euh, à quel point je peux être rigoureux, en tout cas, sur les précédentes années, parce que mon Mhm. profil n'a pas été toujours, mon parcours n'a pas toujours été rectiligne. Donc, si déjà je ne réussis pas à convaincre ces gens-là d'injecter leur Mhm. économie et de prendre des risques Mhm. par rapport à moi, pourquoi est-ce qu'une banque ou une personne que je connais ni Adam et Ève viendrait mettre ses économies sur un projet que j'ai monté? C'est ça. Donc, c'est de là, en fait. Et puis, voilà, comme je te dis, c'est en général, lorsque ton projet il est bien fait, il faut toujours le penser en grand, mais le diviser en Mhm. plusieurs étapes. Et c'est ce que j'ai Mhm. fait. J'ai Mhm. véritablement visualisé le projet en gros et je l'ai Mhm. subdivisé en plusieurs étapes. Je me suis dit, la première étape, il faudrait que je me débrouille pour franchir le premier palier.
Et lorsque j'aurai Mhm. franchi le premier palier, à ce moment, je pense que c'est aussi l'erreur dans laquelle beaucoup d'entrepreneurs, bon, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tombent dans le piège, c'est que j'ai l'idée, wow, j'ai l'idée du siècle, donc je mérite de recevoir des millions ou je sais pas quoi pour financer mon projet. Non, sauf que des idées, tout le monde en a. C'est ça. C'est pas, voilà, tout le monde peut avoir l'idée. Mais le C'est but du ça. jeu, c'est de passer à l'action, c'est de proposer la première pierre, deuxième pierre, d'affronter les difficultés et de rester debout, quoi. Absolument. Une fois franchi cette étape-là, tu auras démontré justement que on peut te faire confiance, que tu as la tête sur les épaules et que tu peux porter un projet malgré les difficultés. Connaissant notre contexte, c'est qu'on reste encore dans un contexte camerounais. Tout à Donc fait. voilà. Donc je pense que aujourd'hui, la plus grosse barrière à justement au porteur de projet, ce n'est pas c'est vraiment pas l'investissement, hein. Pour moi, Mhm. c'est vraiment la capacité de l'entrepreneur à visualiser son projet et de pouvoir passer à l'action. Mhm. Mhm. That's it. Absolument d'accord avec toi. Tout à fait. Donc, tu vas voir tes copains. Est-ce qu'ils te donnent tout le montant ou une partie du montant? Je vais voir mes copains, mais sauf que je ne peux pas aller voir mes copains pour dire: «Écoutez, je n'ai rien et Mhm. puis je veux de l'argent». C'est que moi-même, Mhm. personnellement et avec mes associés, on a constitué, la moitié de l'investissement. C'est que Très bien. on à nous 5 déjà, on représentait la plus de la moitié de l'investissement. On est allé voir parce que pour démontrer effectivement que nous-mêmes, on a une certaine implication. Au-delà du fait qu'on a un projet magnifique, tout ce qu'on a pu vendre sur quelques PowerPoint, sur quelques slides, c'est qu'on a pu démontrer aussi que, écoutez, on vous demande de croire en nous. Nous aussi, on croit en nous parce qu'effectivement, on y met, tu vois, c'est nos économies. On a pu constituer quand même, voilà, à peu près la moitié, ce qui a été quand même l'un des éléments qui a convaincu mes potes. Avec moi, j'appelle mes Tout à potes. fait. Ils ont vu, ah, ils ont déjà la moitié, ok, on va compléter. Et c'est Très de bien là vu. maintenant que, voilà, c'était plus facile pour moi, pas forcément évident, mais plus facile pour moi de convaincre parce que ça m'a quand même pris, même si on se connaissait 5 à 6 mois pour Mhm. les convaincre. Donc Tout à fait. c'est vraiment l'implication personnelle qui, je pense, qui a été, l'élément décisif Tout à fait. pour convaincre voilà, mes camarades, quoi. Tout à fait. En retour, qu'est-ce que vous leur proposez? Vous leur dites, prêtez-nous de l'argent, vous leur dites, on va ouvrir le capital, vous leur dites, vous aurez des parts sur le chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous leur proposez? En fait, moi, je suis un très gros optimiste. Moi, j'aurais dit: «Écoutez, nous, on va révolutionner le secteur de la fabrication métallique au Cameroun. On va le faire et pour le faire, j'ai besoin en plus d'investisseurs, des personnes qui seront des supports». Donc voilà, il y a beaucoup, ce sont des amis à moi. Donc Mhm. ce que je vous promets à l'échange d'une participation dans le capital, donc à l'échange des possessions de la boîte, je vous promets tel résultat, tel résultat, tel résultat. Et je me suis projeté avec eux à court, moyen, long terme. Et j'ai Mhm. été très transparent. Je leur ai dit: «Écoutez, on s'y lance là. On a une étude théorique, mais ça reste théorique. On est sur un marché qu'on peut qualifier de niche parce il y avait quasiment pas d'acteurs qui faisaient concrètement ce qu'on est en train de faire. Et du coup, Mhm. on leur a dit: "On n'a pas véritablement de données historiques sur l'activité, mais c'est un fort potentiel parce que, voilà, à ce moment, j'ai plutôt vendu mon intuition d'entrepreneur qu'autre chose. Après, il y a des études derrière qui n'étaient pas forcément en lien direct avec notre activité, mais qui étaient quand même corrélées. Donc voilà, j'aurais par exemple mis en évidence des indicateurs sur le marché du BTP en général, sur la croissance du BTP, qui est un de nos marchés. Voilà, Mhm. on a mis en évidence certains indicateurs qu'on a conçus nous-mêmes, par exemple sur les métiers justement de la ferronnerie au Cameroun. Donc c'est un peu ça, hein, qu'on a mis en avant de façon globale. Et c'est ça j'ai vendu en fait de conseil que voici l'existant, voici ce que nous on veut créer, voici les étapes Mhm. par lesquelles on va passer. Et pendant toutes ces étapes, voici ce que nous on vous vend en termes de résultats. Et vous aurez deux, on va dire, on dit vous, pas vous, mais nous, on aura Mhm. deux façons de se gratifier. La première gratification sera financière, qui sera à moyen, long terme, parce que j'aurai vendu du moyen long terme. Ça reste de Mhm. l'industrie. Et en industrie, en général, on prend le temps de bien faire les choses. Tout à Donc, fait. j'aurais vendu un résultat en moyen long terme. Première validation, on est d'accord parce que je ne voulais pas avoir des actionnaires qui viennent investir 3 mois plus tard. Ils commencent à te Voilà. dire: «Et alors, et alors, et alors?»
Donc, j'avais besoin de profils patients. Parce qu'on attaquait Hmm. un domaine, il faut de la patience, de la rigueur. Et on a validé ça. Et puis derrière, l'autre gratification, c'est la contribution qu'on pourra avoir, l'impact économique qu'on pourra avoir à travers Mhm. les embauches, contribution à l'embauche de jeunes, parce qu'on a une politique RH très jeune. C'est véritablement une valeur qu'on a, on tient à cœur. C'est que on a quand même un marché de l'emploi qui n'est pas assez. Voilà. En tout cas, un jeune au Cameroun qui sort d'école n'a pas forcément la capacité de trouver l'emploi. C'est pas qu'il a pas les compétences, c'est qu'il n'a pas Hmm. forcément la possibilité de trouver un emploi. Et on s'est dit aujourd'hui, profil de jeunes, moyenne d'âge de l'équipe 25 ans, ça prend tout ça, ça a tout sens de pouvoir justement mettre les jeunes en avant, même si derrière il y a des avantages et des inconvénients. Mais on tenait véritablement à mettre ça en avant, quoi. Hmm. Donc c'est véritablement ces 2 gratifications qu'on a mis en avant qui ont pu qui a en fait qui a permis de convaincre les actionnaires actuels d'Hightech Direct, quoi. Parfait. Parfait. Donc, vous avez le financement. La première des choses donc, que vous faites, c'est quoi? C'est acheter les machines, formaliser la boîte. Est-ce que tu fais un voyage au Cameroun pour tâter le terrain? Comment ça se passe à partir de ce moment? OK. Une fois qu'on avait la une fois de plus, pour te dire à quel point on se fait confiance, c'est que j'ai eu une validation verbale. C'est qu'il y a aucun Hmm. contractualisa et c'est que le mec qui m'a dit: «Je te donne 5 millions», j'ai dit: «OK». J'ai dit: «OK». Je me suis basé Mhm. uniquement dessus, sur ce OK. C'est quand on était au mois de je crois de mai 2021 où j'ai eu mai ou juin 2021 où j'ai l'ensemble des actionnaires qui m'ont dit: «OK, OK, je te suis, OK, je te suis». Ça s'est limité d'abord à Mhm. ça. Donc il n'y a pas eu, Mhm. un protocole d'accord en particulier qui a été établi, vis-à-vis de ça, parce qu'on avait une relation principalement basée sur la confiance. Donc une fois que j'avais eu le OK et que je savais que j'avais mon budget qui allait être, réuni, donc j'ai commencé à accélérer la discussion avec le fournisseur, faire attention aux détails, les livraisons, la formation, en tout cas planifier le projet. Et puis Ouais, justement, la première des choses, c'est: «Ah, il faut créer l'entreprise», justement parce qu'on veut justement professionnaliser ce métier. On ne pourrait pas aller sur un marché sans être formel. Donc tout à fait. premier réflexe, c'était justement l'élaboration, la conception des statuts. Voilà, c'est là que tout était fait. Donc j'ai été accompagné par mon beau-frère qui est avocat, donc qui m'a Ok. accompagné sur cet aspect-là. Donc on a rédigé les statuts avec les différents articles. On a essayé de prendre en considération justement les des besoins de tous les actionnaires, voilà. Ça a été fait comme ça et a été créé, je crois, en septembre 2021, Mhm. ou peut-être fin août 2021. Et une fois la création a été faite, le processus, mais la seconde étape, c'était de constituer l'équipe opérationnelle. Parce qu'on avait Yeah. l'équipe, Alors, voilà, gérante. peut-être avant que tu ne passes à l'équipe, donc tu n'as pas fait de droit, tu te voici en train de formaliser une entreprise et donc juridique, tu vas commencer par t'engager sur l'un des documents les plus décisifs de la boîte. C'est quoi comment tu fais? Euh, est-ce que tu vas sur YouTube, tu essaies de comprendre un peu comment ces trucs-là se passent? Est-ce que tu fais confiance un peu à ton beau-frère? Enfin, je veux dire, pour un jeune qui se lance, qui n'a aucune notion de droit et qui va aller constituer un statut dans lequel tu vas définir l'essence comment est-ce que ton entreprise est gérée. Comment tu gères ce moment-là? C'est beaucoup de formation en autonomie. C'est ici, bon, la curiosité d'abord. Effectivement, je vais Mhm. regarder beaucoup de tutos sur, justement la création d'une entreprise, la constitution des statuts. Je vais me documenter, je vais lire. Je pense que j'ai fait un minimum, je crois 10 heures de lecture sur le sujet. Donc et Mhm. les statuts même, c'est même pas mon beau-frère qui les a rédigés, j'ai rédigé les statuts moi-même. Il Mhm. était véritablement il Mhm. intervenait en tant que vraiment, on va dire consultant, voilà. Même si je ne le payais pas, mais voilà. Il m'accompagnait justement et par rapport justement aux discussions que j'avais avec mes actionnaires, justement, on allait, justement, à mettre à jour pour voilà, s'il y avait une incompréhension ou expliquer. Donc ça s'est fait j'ai envie de dire, c'est quand tu veux quelque chose et que tu Mhm. n'as pas forcément les ressources financières, tu cherches des alternatives et l'alternative pour moi, c'est d'aller moi-même me documenter et c'est comme ça. C'était pas parfait, mais au moins, c'était déjà fait. On était tous d'accord par rapport à ça. Ça a été Mhm. encadré juridiquement dans un premier temps. Après, il y a eu voilà, il y a eu quelques petits, mais en tout cas, ça nous a évité justement d'entrer parce que je pense, j'avais consulté justement un professionnel, le devis était salé.
je me suis dit déjà que j'ai galéré. Déjà, j'ai galéré pour avoir le financement pour lancer le projet. Si je vais te donner un ticket comme ça, là, je pense que je vais pas m'en sortir. Tout à Voilà, fait. donc, il y a eu justement ce besoin de m'adapter là et puis, voilà, d'aller me documenter, voilà. Après le droit, je prétends pas être un expert en rédaction de statut, hein, non, 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 loin de là. C'est que j'avais un besoin spécifique et ponctuel. Je suis allé chercher, les ressources qu'il me fallait, j'ai mis en place, ça a marché et C'est puis ça. voilà. C'est véritablement dans cette optique-là que moi j'étais quoi. C'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas me prétendre, dire, je sais constituer les statuts. Non, je prends Tout à fait. toujours un conseil auprès de spécialistes, sur des questions juridiques, voilà, mais je reste quand même un minimum cultivé sur le sujet pour savoir Tout de à quoi fait. on parle, de quoi il s'agit. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. OK. Voilà. Donc, il y a la formalisation. Ouais, donc il y a la formalisation. Maintenant, il y a, voilà, on a les associés, hein, l'équipe gérante, on va dire ça comme ça. On a Mhm. l'agent, on a potentiellement les machines qui vont venir, mais il nous faut maintenant les personnes qui vont travailler. Et on est une Mhm. entreprise, on ne peut pas- malheureusement, et c'est ce que je disais toujours à mon associé, parfois on en rigole même, de temps en temps, c'est que on n'avait pas la capacité d'aller payer une personne à un salaire, je ne sais pas de combien. C'est qu'on avait évidemment besoin des collaborateurs au quotidien qui épousent aussi la vision. C'est que Mhm. qui, de la même façon qu'on a pu convaincre les investisseurs, qu'on puisse convaincre nos collaborateurs à avoir un salaire correct, qui restait correct, mais on sait que sur le marché, peut-être, voilà, votre valeur peut être supérieure ou bref. Heu, bon, après la conjecture quand même du marché camerounais nous a été quand même favorable parce qu'il y a quand même un très fort taux de chômage. Donc je ne veux pas forcément dire que, les mecs, ils avaient forcément une meilleure opportunité. Mais ce qu'on leur a dit, c'est Mhm. que vraiment, on ne va pas vous vendre la lune, on va être terre à terre, pragmatique. Voici ce qu'on vous donne. Mais par contre, on veut des personnes qui vont embrasser le projet à leur niveau et nous, de façon très tran on est très de toute façon, on est très transparent dans ma gestion, je suis très transparent. Nous, ce qu'on vous promet, c'est une croissance, en simultané avec le projet et Mhm. c'est sur ce ton-là qu'on a lancé les recrutements. Donc on avait besoin d'abord d'une comptable qui a endossé aussi le rôle de secrétaire. On a besoin d'un ingénieur qui sache utiliser qui sache, comment la machine fonctionne et on a besoin Mhm. d'un technicien qui sache utiliser la machine et on a besoin des soudeurs à l'extérieur, dans la partie Mhm. assemblage. Donc, pour remettre dans le contexte, Hightech Design fait de la menuiserie métallique. Donc, pour Mhm. que les gens ne soient pas perdus. Donc, en gros, on fait de la conception, de l'usinage et puis de l'assemblage. En général, pas soudure. Mhm. Donc, c'est la première équipe, c'est justement mes associés. On a un Mhm. ingénieur, donc il n'est même plus dans la boîte aujourd'hui. On a la secrétaire comptable qui est embauchée. On a Mhm. un soudeur qui est pris aussi, donc le premier soudeur, avec un Mhm. commercial. Un commercial, donc on va appeler ça commercial, mais celui qui nous assurait quand même, en même temps, la fonction de vente, mais aussi derrière de SAV, de nos produits. Donc, on Mhm. va de cette équipe-là. C'est qu'on était 5 associés plus 3-4 collaborateurs, on était 8 ou 9. OK. Donc, ils avaient épousé, voilà, voilà, ils avaient épousé la vision, a priori. Donc, les conditions étaient réunies. Mhm. Euh, on a formalisé la boîte, tout était OK. On a planifié l'expédition des machines, ça, les machines, avec tous les tracants qu'on peut avoir au Cameroun. On se dit Mhm. qu'une fois que c'est fait, c'est bon, hein. Mais non, une Ouais. fois que la machine est au Cameroun, tu tombes dans l'engrenage administratif camerounais qui a tendance à vouloir décourager les entrepreneurs. Et nous, Mhm. on s'est dit, on ne veut pas être de ceux-là qui ont les discours qui disent, ouais, au Cameroun, j'ai voulu faire ça et puis on m'a bloqué. Donc c'était compliqué, mais on s'est dit, on a un objectif et ce n'est pas une personne dans une administration qui va nous venir, voilà, euh, qui va venir tout remettre en question. Donc Mhm. c'était compliqué. Il y a eu un minimum de planification, mais il y a eu quand même des débordements. Heureusement encore, c'est pour ça que les associés, vraiment, c'est important. Les actionnaires que vous intégrez dans votre projet sont importants parce que c'est eux qui ont Mhm. permis de décanter la solution. On a eu des soucis par rapport justement au budget. On a fait un budget. On a beau avoir mis justement une marge, mais par rapport justement à ces difficultés administratives, on s'est retrouvé rapidement dans les difficultés. Et une fois de plus, c'est nos actionnaires
qui sont revenus en support pour pouvoir traverser cette phase-là. Donc c'est Waouh. très important le choix vraiment des premiers investisseurs est crucial pour une boîte. C'est que, il faut pas juste regarder l'argent et je le comprends et c'est encore plus, avec toute la liquidité que j'ai aujourd'hui, c'est encore plus limpide pour moi. Le choix des premiers actionnaires, c'est vraiment crucial, pour le bon déroulé d'un projet. Donc ils sont Mhm. venus en support justement pendant cette période de crise et c'est comme ça qu'on a pu justement, traverser, parce que les machines sont arrivées au Cameroun au mois de, fin décembre, mais ils sont sortis, du port en février. Justement parce Cool. qu'il y avait des batailles, il y avait des voilà, on a essayé, voilà et puis, finalement en février, on sort les machines et c'est de là un peu Entre qu'on temps, tu payes les salaires. ouais, j'ai payé les salaires depuis, novembre 2000 oui, novembre, parce que j'ai recruté en novembre, depuis novembre 2021. Il y a les Wow. charges fixes, il y avait le loyer à payer, il y avait les charges fixes, bon, les charges fixes, vous savez déjà, ça c'est que c'est. Donc il y a les charges fixes, le propriétaire s'en fout de savoir si tu as ta machine qui fonctionne ou pas, hein. Il veut son loyer, hein, tout simplement. Et puis tu peux pas avoir des collaborateurs à qui tu vas dire: «Attends d'abord la machine soit avant de lui» il vit de ça, mais il vit quand même de ce salaire. Donc il fallait quand même assurer ça. Donc c'est vraiment là où mes actionnaires ont été d'une aide, voilà et d'un support, justement, qui était pour moi crucial parce que s'ils n'avaient pas été là, je ne suis pas capable de garantir qu'on aurait traversé, cette phase-là. Absolument. Donc Absolument. voilà, donc c'est vraiment très important. Donc une fois que Mhm. c'est fait, on a pu respirer quelques minutes, tu vois? On a pu respirer quelques minutes parce que voilà, aventure entrepreneuriat au Cameroun, je parlerai que du Cameroun pour le moment parce que c'est l'écosystème que je maîtrise le mieux. Il n'est pas toujours Mhm. facile. Donc après voilà, on n'a pas quand même pu, lancer l'installation avec, les fournisseurs, les essais, les tests. Ça a duré jusqu'à quasiment le mois, d'avril. Et c'est, justement à la fin des tests qu'on a notre première commande, Waouh. quelle joie! Quelle joie, la première commande, c'est toujours un bonheur, même Non, si tu non, sais que ça va on pas y couvrir les arrive. charges. Non, non, on y arrive, absolument. Donc, tu es en train de dire que entre novembre et donc ta première commande, c'est avril 2022. Ouais, Waouh. OK. Alors, bon, j'ai une question sur le recrutement tout à l'heure, parce que je veux comprendre comment ça se passe au ouais. Cameroun, mais remettons encore un peu les choses dans leur contexte. Tu as dit essentiellement que IT Design est dans l'industrie du métal. Positionne-vous un peu dans, pour donner un aperçu à ce qu'on écoute, positionne-vous un peu dans l'écosystème du métal au Cameroun, c'est-à-dire, et puis dans l'écosystème de votre clientèle. C'est-à-dire, à quel moment du besoin vous vous positionnez et qu'est-ce que vous apportez comme valeur ajoutée essentiellement par rapport à ce qui se faisait avant vous et maintenant que vous êtes là. Donc, qui vous êtes, quel est votre positionnement dans l'écosystème, et plus ou moins à quel moment est-ce que le client il a besoin de vous éventuellement, qui sont vos clients typiquement. OK. Donc, si la chaîne de valeur du métal, si tu veux, il y a les transformateurs, on va dire les gars qui font la transformation de premier niveau, ils extraient le minerai brut pour Voilà. transformer justement en acier, en produits dérivés métalliques, différents Mm. dérivés. Heu, une fois que tu as ces acteurs on va dire, c'est le maillon principal de la chaîne, hein. S'ils ne sont pas là, l'écosystème n'existe pas. Et puis Mhm. tu as nous, donc en fait, nous, on fait partie des personnes qui exploitent justement les produits dérivés de la 1re chaîne de transformation pour ramener ça à un second niveau de transformation. Donc avec des produits justement, qui répondent à différents marchés, différents types d'acteurs. Et Mhm. puis derrière, dans la chaîne du métal, tu as aussi, derrière, des gens qui vendent du service. Mais après le service, c'est pas forcément, si tu veux, l'objet, parce qu'il y a des services complémentaires, qui gravitent autour. Donc, nous, en Ok. fait, le constat, il a été fait à partir du secteur du BTP. Donc, le premier Mm. constat, moi, je dis toujours, c'est la porte d'entrée. C'était ça notre porte d'entrée, c'était le BTP. C'était Mm. qu'on avait quand même un paysage urbain qui était trop, on va dire, c'est quoi le terme qu'on utilise souvent, vulgaire? C'est la même tu lèves la tête, tu vois, c'est la même chose, quoi. Donc c'est Mm. parti de là, on s'est dit: «Est-ce qu'il y a pas des personnes qui se disent: "Je veux autre chose, je veux pas forcément la même chose, je veux autre chose"?» Ça Ok, ça quand tu dis ça vulgaire, c'est-à-dire, c'est
Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'esthétique, il n'y a pas de beauté, c'est juste Oui, de la en fait, c'est la même fixation, chose. C'est que le le rose. voisin, il a le même portail, il a la même fenêtre, que voilà, tu te balades, c'est la même chose. Bah, en gros, voilà. C'est un peu comme si tu arrives dans un pays, tout le monde s'appelle Linda ou Audrey. Hmm, Il faut un peu de hmm, diversité. Donc, et c'était un constat vraiment très théorique, hein. C'est que nous, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un groupe de personnes qui sont intéressées par une diversification avoir un truc qui soit plus personnel. Donc, ça va de là. Et puis, on avait déjà créé aussi la page Facebook à l'époque. On commençait déjà à communiquer avec des photos qui n'avaient rien à voir, on n'avait rien réalisé, on n'avait même pas encore les machines. On commençait à communiquer déjà dessus pour justement se dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont intéressées par ces produits? tout à fait, Parce qu'on tout avait à fait. l'idée, on voulait savoir justement, est-ce que cette idée-là, est-ce que ça vaut la peine? En gros, ce que je disais avant, c'est qu'on se disait, mais est-ce que, au-delà de dire, OK, on a eu théoriquement un besoin théorique, mais est-ce qu'on ne va pas le confronter ça justement à notre marché? Donc, c'est là, on avait une Hmm, page, la page Facebook a été créée pendant l'été 2021. On a commencé à communiquer avec des images qu'on a prises ça et là de ce que nous, on voudrait vendre aux clients. Et on avait des premiers commentaires, des premiers messages. Ah, vous faites ça, vous êtes où? Ah, vous faites ça, c'est intéressant. Donc, c'est ça qui nous aussi conforté aussi dans la direction qu'on voulait prendre, sachant qu'une fois de Alors, plus, ouais. dis-moi, donc, excuse-moi de t'avoir coupé. Donc, en fait, tu dirais que vous avez créé un besoin ou alors il y avait déjà des indices de ce besoin-là et que vous avez juste satisfait. Il y avait des indices, il y avait déjà des indices. C'est vrai que, par exemple, dans la ville de Douala, on voyait déjà des personnes qui importaient justement des produits qu'on s'était donné une mission de fabriquer de D'accord. Chine. Et puis, on a aussi quelque part forcé le destin. C'est qu'il y Mhm, avait un besoin, mais qui était vraiment un besoin tacite. C'est que les gens mhm, voulaient autre chose, mais ne l'exprimaient pas forcément parce que de toute façon, le marché ne proposait pas autre chose. mhm, Le marché ne proposait pas autre mhm, chose, donc du coup, ils se contentaient de ce que le marché avait à offrir. Donc du coup, nous, mhm, on a fait ce constat-là, on s'est dit, OK, déjà, on a 2, 3, 4, 5, 6, 10 retours. On a eu la bonne intuition. Et en plus de ça, je pense que, voilà, si on force le truc, ça va vraiment vraiment d'une intuition. Et en plus, on s'est dit, c'est juste de toute façon, le BTP, c'est un point d'entrée. Comme je t'ai dit, on touche plusieurs autres marchés. Mais le BTP, c'est le point d'entrée dans la mesure où en fait, c'est ce secteur qui nous permettait d'avoir rapidement le contact avec le client final, avec tout notre à fait. client. C'est OK. que voilà, c'était plus évident pour nous d'attaquer ce marché. Et on s'est dit, OK, on va le faire. Je précise ça parce qu'en fin de compte, le high-tech design, il a été pensé beaucoup plus gros. Avec l'investissement initial, le projet pensé initialement, il était Mhm, 10 fois. Le besoin en financement, il était peut-être fois 10, hein, je pense, ou peut-être fois 5. Donc, il a été justement fragmenté pour se dire, OK, on a 2 objectifs. Justement, aller se mhm, dire, OK, on a eu la bonne intuition, justement, le fait qu'on ait titillé, parce que pour nous, on est en train de titiller le marché. On a titillé mhm, le marché, c'est d'avoir un retour pour se dire effectivement, on est sur le bon filon, mais aussi derrière de valider le modèle économique qu'on a pensé. C'est de dire, OK, on est sur la bonne direction économiquement, ou alors est-ce qu'il faut faire des ajustements avant de passer à une étape supérieure? tout à Et fait. c'était tout ça véritablement l'enjeu. Donc, on a véritablement attaqué comme ça le marché par le BTP. On ne faisait que des produits BTP, hein. C'est qu'on a communiqué uniquement sur des portails, des portes, des OK. fenêtres. On ne faisait que ça. Et une fois qu'on a vu qu'effectivement, il y avait un véritable intérêt, parce que pendant qu'on communiquait, on installait des machines. Pendant qu'on communiquait, qu'on installait nos machines, quand on installait la machine, on communiquait aussi. C'est comme ça qu'on a eu le premier client. La première cliente qui, je me Mhm, rappelle, ce jour, j'étais le plus heureux. C'était un marché qui avait été remporté, qui valait, je crois, 3 500 000. Oh là là. mhm, J'étais comblé, même si derrière, je savais que ça n'allait pas payer mes charges fixes, mais je disais, oh, on a quand tout même à un fait. marché. Donc, c'était quand même un moment assez formidable. Donc, du coup, il y a eu un, deux, trois. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, il y avait justement ce besoin qui était dormant. Et les gens voulaient autre chose, Mhm, mais personne ne mhm, proposait. Et une fois mhm. ils ont vu une personne, deux, trois personnes, ah, qui fait ça? Oh, ok. Et c'est comme ça s'est enchaîné. L'histoire d'IT 10 ans, c'est bon. C'est comme ça que les choses se sont enchaînées finalement, hein. OK. Alors, c'est Voilà. vrai que quand tu dis juste portail et fenêtre, ça semble très simpliste. Il faut juste préciser qu'il y a énormément d'esthétique dans ce que vous faites. Et puis, enfin, décrivez-nous un peu le processus et le rôle de la machine, justement, le rôle de la placé dans notre process, justement, qui distingue par rapport aux acteurs du marché. Ok. Je réponds à ta question en répondant à ta précédente question en même temps parce que
la Mmh. réponse va dans le même sens. Donc, si tu veux high-tech design, avant de prétendre être des professionnels dans le milieu métallique, on est des experts en usinage de précision. C'est un détail qui est important justement dans ce que tu as dit dans l'aspect esthétique et Mmh. design, parce Mmh. qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on exploite aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, on a eu un niveau de maturité des machines à commande numérique qui fait que c'est beaucoup plus accessible sur le marché qu'il y a 5 10 ans. Tout à fait. Donc aujourd'hui notre activité est justement basée justement sur l'exploitation de machines à commande numérique, notamment la découpe laser, qui est aujourd'hui un procédé très précis d'usinage, justement. Nous, on fait de l'usinage de tôle pour le moment, mais Mmh. ça peut être, justement extrapolé à d'autres matériaux, à d'autres formes de matériaux. Donc, aujourd'hui, high-tech design, son métier se résume à faire de la conception, donc accompagner le client justement dans la formalisation de son besoin. C'est qu'il visualise quelque chose et nous, on Mmh. se charge en premier lieu de formaliser ça à travers, Mmh. justement la conception, donc assistée par ordinateur. Une fois qu'on a fait Mmh. ça, ça se traduit en des fichiers justement, qui vont être envoyés justement, au niveau de la machine qui va effectuer des opérations de découpe de précision. Pour te dire, ça peut être ta photo que tu voudrais découper pour avoir ta photo sur ton portail. Ça peut être des fleurs, ça peut être vraiment c'est au niveau design, la seule limite, comme on dit et notre notre slogan le dit: «Imagine without limit». C'est vraiment la seule limite, c'est ton imagination. Parce qu'on est Tout à capable d'aller faire des trucs quand même, voilà. Et la seule contrainte, c'est que toi, tu arrêtes d'imaginer, de penser à des nouveaux trucs. tout à Donc fait. c'est un peu ça. Et une fois qu'on a fini de faire justement la partie usinage, on envoie sur la partie assemblage finition où tu as des techniciens qui vont faire de la soudure ou de la visserie en fonction du Mmh. projet et qui vont faire des traitements de surface, en fonction des spécificités du client. Et si c'est un produit qui va évoluer en zone humide, il ne va pas être traité de la même façon qu'un produit qui évolue en Mmh. zone sec. Donc voilà. Donc il y a toute cette phase-là et puis, on accompagne aussi en fin de chaîne, où on dit on va dire en fin, on accompagne aussi dans la partie, maîtrise d'œuvre, les clients, dans l'installation des produits, sur site. Donc, voilà un peu, la chaîne de valeur résumée d'Hightech Design, quoi. Parfait. Donc, quand tu dis donc BTP, ça veut dire technique client, c'est qui? Est-ce que c'est des architectes? Est-ce que c'est des gens qui ont des projets eux-mêmes d'immobilier personnel, commercial? Plus ou moins, c'est qui tes principaux clients? Dans le BTP, on divise, en fait, dans le BTP, on fait du B2B et du B2C. Donc on adresse aussi bien les clients, on va dire les particuliers, donc clients final, mais aussi des Mhm, professionnels justement dans la chaîne de valeur du BTP. Ça va être des architectes, ça peut être des conducteurs de travaux. Donc on essaye de mhm, communiquer justement de façon adaptée par rapport à ces différents acteurs pour pouvoir justement répondre à leurs besoins. Les architectes en mhm, général, c'est beaucoup plus évident parce que c'est eux qui pensent le projet. Donc c'est beaucoup plus facile mhm. d'intégrer des produits high-tech design à la phase conceptuelle que si c'est un conducteur de travaux qui est sur la partie exécution, justement, de ce qui a été pensé par l'architecte. Tout à fait. Donc, on a tendance à travailler avec des architectes, mais aussi derrière avec des acteurs de la chaîne de valeur du génie civil. Mhm, mhm. OK. Donc, Donc, c'est un peu ça. Mais après, ouais, après on adresse aussi à travers nos réseaux, des particuliers, hein. Donc, ça aussi, mhm, on le fait. mhm. OK. OK. Donc, ça c'est Alors, pour les clients, BTP, mais ce n'est pas mhm, le seul secteur qu'on vise. Comme je t'ai dit, on fait usinage de précision et c'est là où mhm, il y a véritablement la différence, c'est que, heu, on est capable de concevoir, de confectionner des produits pour le BTP, mais on est aussi capable d'adresser aussi le marché de la fabrication de précision. En général, c'est des industriels. Donc ce qui fait qu'on est capable de faire ce qu'on appelle aujourd'hui des pièces techniques, donc des pièces qui demandent un niveau de précision, à mhm, l'usinage, que mhm. seules les machines sont capables de fournir. C'est que, par exemple, faire un trou sur une tôle de 6 millimètres de diamètre, voilà, je peux te donner un peu Ouais, l'ordre de grandeur. Donc, il y ouais. a quand même, voilà, cet aspect usinage c'est beaucoup plus là, c'est beaucoup plus un service qu'on vend qu'un produit. Donc, c'est Mhm, les industries en général de divers secteurs, hein. Ça peut être de l'agroalimentaire, ça peut être,
les acteurs de la chaîne du gaz au Cameroun, tout ce qui est bouteilles de gaz, voilà. Donc, qui ont des besoins spécifiques, viennent nous voir, nous avons besoin d'usiner telle pièce en 500 000 exemplaires et on est capable Mhm. justement de répondre à ce besoin-là. Ok, ok, tout à fait. Ok. Donc, avril, le premier client, tu as dit la première commande, on est sur quoi, 3 millions, 3 millions et demi, plus ou moins. Et Ouais. puis, là, bah, on travaille ensemble depuis un moment maintenant. Je ne vais pas divulguer l'entièreté de la réponse, mais on quitte de là à une fin d'exercice où on est sur, euh, en tout cas, vous frôlez quand même un minima, pour ne pas trop divulguer, on va dire les 90 millions de francs CFA. Donc, de avril à décembre, en termes de performance. Quelle a été la différence? Tu parles d'une action commerciale qui est basée sur les réseaux sociaux et évidemment, personnel, mais comment on quitte de 3 millions de chiffre d'affaires à certainement beaucoup plus que de 90 millions? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence en termes de stratégie commerciale? Ok. Je pense que je vais être très, très transparent sur cet aspect-là. Mm. Il y a deux paramètres qui ont influencé justement cette croissance. Comme je t'ai dit, le Mm. premier paramètre, je l'ai déjà dit, c'est qu'on est arrivé sur un marché où on n'avait pas d'alternative. Mm. Les gens avaient marre justement de faire la même chose. Ça, c'est un premier Mm. paramètre non négligeable qui a justifié justement cette performance-là sur Mm. le dernier exercice. Le deuxième paramètre, je pense que c'est notre communication. On a communiqué de façon très transparente sur une équipe jeune. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont accompagnés derrière et on a valorisé quelque part dans nos produits, dans notre façon de concevoir les produits, on va dire l'environnement local. Je pense que les publications qui ont le plus fait le buzz chez nous, quand je vais utiliser le mot buzz, c'est les applications où on Mhm. a mis en avant une culture, des motifs qui appartiennent à une culture en particulier, que ce soit par exemple le motif Ndop ou alors d'autres motifs qui ont été demandés, bon, que je ne veux pas forcément, pour des contraintes de confidentialité, je ne veux pas forcément Oui. dire. Donc, ça a fait parler. Ça a fait parler, les gens se reconnaissaient beaucoup plus. En plus du fait déjà qu'on était sur un marché où voilà, il n'y avait pas Mm. beaucoup d'acteurs. Donc, Mm. ça fait que en fait, notre résultat n'était que de plus en plus croissant parce qu'il y avait un besoin qui était endormi, qu'on a réveillé. Et en plus, on a eu une démarche de communication qui allait dans le sens de. On ne voulait pas forcément dire faites comme en Occident, faites comme ici. Non, on est venu dire on a la capacité de faire comme ce que vous voulez qu'on fasse. Mm. C'est véritablement ça je pense, qui a créé la différence et qui fait que les gens se sont dirigés vers nous, même si on n'avait pas véritablement l'expérience et le background dans le métier. C'est ça comment Tout à fait. qu'il faut comprendre. De tous les Tout à fait. entrepreneurs qui constituent l'équipe, il n'y a personne qui a fait de la fabrication métallique. Personne, absolument personne. Donc, du coup, on a appris dans le tas. C'est qu'aujourd'hui, on maîtrise mieux le métier, mais on a appris au fil de l'eau. Donc, je Mhm. pense que les gens se sont identifiés à notre projet. Il y a eu justement cette mouvance autour par rapport à ce nous, on a vendu. On peut prendre ça à la légère, mais je pense que le marché est très à l'écoute par rapport vis-à-vis de comment est-ce que vous vendez, de la communication que vous avez par rapport à votre projet. Tout à fait. Bon, Tout à je pense fait. que ça a quand même, moi, je pense que c'est ça qui a quand même permis, qui était un catalyseur sur la première année, parce qu'en fin de compte, d'un point de vue organisation, waouh, on était véritablement à la ramasse, quoi. C'est que il y avait véritablement, même 3 mois plus tard, il y avait déjà des améliorations significatives qu'on a pu faire. Donc, il y avait véritablement tout à fait au niveau de nos process. Donc, je ne peux pas dire qu'on a été performant sur cet aspect-là. On a Mhm. essayé justement d'avoir une démarche d'amélioration continue, mais ça ne justifierait pas le fait on ait atteint comme ça, comme si on était des experts à des résultats qu'on a pu avoir. Mhm. 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 Wow. Très important. Alors, quand on fait ce chiffre d'affaires-là, qu'est-ce qu'on fait en tant que grosse entreprise? Est-ce qu'on commence à se prendre des dividendes importants pour rémunérer tout le gros travail qui est fait? Ou alors, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu te dis, on réinvestit tout?
on maintient le cap. Je rappelle que tu as parlé de la vision, enfin, tu as décliné un peu des investisseurs, le projet à court, moyen terme. Si tu veux, le fond de la question derrière, comment est-ce qu'une petite entreprise comme celle-là, en très peu d'années, en très peu de temps, des assises qui génèrent autant de performances financières, je ne sais pas si à titre personnel, tu as déjà gagné autant d'argent, mais quel est ton rapport à cet argent à ce moment? Est-ce que tu te dis, OK, non, on réinvestit, ou alors on profite d'avoir un peu et puis voilà, on développe la boîte par la suite. Quel est ton rapport justement à la gestion financière avec ton On est toujours impressionné parce qu'effectivement, des montants comme ça, voilà, c'est toujours, c'est quand les autres en parlent, ok, mais c'est toujours, ça fait toujours waouh quand c'est le fruit d'un travail auquel tu as participé. Donc, Mhm, ça peut, oui, effectivement, ça peut monter à la tête, mais je pense on est resté très lucide et une fois de plus, il y a une vision, il y a un objectif qui est visualisé depuis le départ, qu'on souhaite atteindre. Ça, c'est une étape. On l'a pris notamment comme une étape. Et heureusement, une fois de plus, la notion des investisseurs et d'actionnaires, je reparle encore d'eux parce qu'effectivement, les résultats qu'on a eus, la première année d'exercice, la première année d'exercice, c'était à 97% des prévisions on avait fait. OK, bravo. Donc, ce résultat, c'était quelque part, ça nous a dit, en fait, on allait sur une étude qui tient la route. On a Mhm, des prévisions qu'on a atteintes. On était à bon, on a quasiment atteint, 97%, je considère qu'on a atteint. Ce qui mhm, fait que lorsque j'argumentais, à l'assemblée avec mes actionnaires, j'ai facilement pu convaincre les actionnaires on est capable de vous vendre des objectifs, on est capable de les atteindre aussi. On vous a vendu un objectif de performance, on les atteint. C'est vrai, on a fait mhm, du résultat, mais vous êtes tous au courant du projet et de la vision. Donc en mhm, gros, j'ai donc milité pour justement un développement en autofinancement dans la mesure du possible. Donc, on a donc privilégié dans ce sens-là, parce que j'ai aussi vendu d'autres prévisions de croissance. C'est que j'ai vendu la prévision de croissance de la première année. Je les atteins à 97%. Ils sont en confiance. Ce qui fait que si je vends la prévision de croissance l'année 2, l'année 3, ils ont tout, on m'a dit, tout est réuni pour qu'ils puissent me croire. Donc, les conditions sont réunies pour qu'il a pu atteindre, quasiment atteindre les objectifs à l'année 1. Pourquoi pas l'année 2 et l'année 3? Et du coup, pour atteindre ces objectifs en l'année 2 et l'année 3, il fallait investir en nous-mêmes. Donc, on était mhm, bien tentés. C'est vrai que d'un point de vue des salaires, on se versait, moi, je ne m'appelle pas forcément salaire. Bon, après, pour une personne voilà, qui travaille au Cameroun, c'est un salaire. Mais mhm, voilà, je ne considère pas forcément comme voilà, c'était très, voilà, c'est une petite récompense, on va dire, des efforts, des nuits blanches qu'on peut passer. Bon, je prenais ça comme ça. mhm, Mais on n'était pas véritablement dans la logique où on a travaillé, ça porte les premiers fruits, on va en profiter. Non, ça a porté les premiers fruits, ça confirme qu'on est sur un truc intéressant. Il faudrait donc mhm. mettre les moyens à disposition pour pouvoir justement réorganiser ça de façon correcte et pour pouvoir atteindre justement les différents objectifs qu'on a vendus à court, moyen et long terme, quoi. OK, OK, parfait, Donc voilà. parfait. Quelqu'un pourrait t'entendre et il pense que tu gères tout ça depuis le Cameroun. En fait, la majorité de ton temps, tu le passes en France. Comment ça se passe? Déjà, comment tu arrives à est-ce que, j'imagine, pour tes actionnaires, se dit, tu nous vends ça, mais comme tu n'es pas sur le terrain, tu ne suis pas Ouais. les équipes, mais voilà. Donc, ça, c'est un volet. Le second volet, c'est, et là, je rebondis donc sur la question tout à l'heure, sur le recrutement, sachant que plus haut, sur un projet précédent, tu parlais justement de la main au pays. Donc, comment tu arrives à sélectionner ton staff? C'est quoi les process qu'on a en place? Et puis, derrière, comment tu les suis une fois qu'ils sont abordés, en sachant que voilà, tu n'es pas directement là sur place. C'est clair, quand tu mets en avant ces résultats, ça veut dire qu'il y a certainement
quelque chose que vous arrivez à très bien faire. Et voilà, qu'est-ce que l'entrepreneur qui nous suit là et qui se dit, je suis à l'étranger, j'ai peut-être des idées, machin, mais ça peut être un blocage de ne pas être super sur le pays. Mais toi, tu as un exemple de non, ça peut marcher. Donc, qu'est-ce que toi, tu fais qui fait un peu toute la différence dans ton rapport à l'équipe? Et puis par la suite, j'aimerais aussi connaître quel est ton style de leadership, de management. Mais déjà, comment ça se passe en fait dans la gestion de ton staff? Ok. Déjà, il Depuis le recrutement jusqu'à, OK, maintenant, tu les suis au quotidien. Ok. Ok. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que je le fais à contre-cœur. C'est que ce n'est pas... Effectivement, c'est que je pilote avec mes associés. Donc, je ne suis pas derrière le seul à le faire, heureusement. Mais c'est même ça, je pense, qui est notre force. C'est qu'il n'y a pas forcément une personne voilà, qui est l'architecte de tout. C'est que de façon complémentaire, on contribue ensemble comme ça à la réflexion en bac. Effectivement, tu Mhm, ne sauras pas que je suis justement derrière si tu ne creuses pas. Parce que mhm, depuis le début du projet, je suis allé au Cameroun une seule fois. Une seule fois mhm, depuis le lancement du projet. mhm, Euh, donc, j'ai envie de dire, pour répondre à ta question, il y a deux choses que j'ai mis en place. Pour moi, c'est déjà le profil de mes associés. Ça ne s'est pas fait de mhm, façon. J'ai un groupe, j'ai des connaissances au Cameroun, je suis pas, j'ai même la famille, ça aurait pu être mon frère ou c'est pas un cousin qui pilote le projet, mais ce n'est pas le cas. Donc, mhm, j'ai été quand même assez regardant sur cet aspect, sur mes associés, pas sur le point de vue de la compétence technique. Puis d'autres pourront dire que j'ai fait, bon, c'est pas forcément la même démarche. Chacun, je pense, chacun a la démarche qui convient le mieux à son contexte. Moi, j'avais besoin des personnes à qui, premièrement, je fais confiance, mhm, des personnes qui savent ce que c'est que la pression de l'entrepreneur et qui sera capable d'être. C'est que, pour moi, si tu n'es pas résilient dans l'écosystème camerounais, si tu n'as pas la tête sur ouais, les épaules, c'est compliqué. Donc, je ne suis pas, je suis pas opérationnel, mais j'avais besoin d'associer des personnes qui auront la capacité de porter justement les réflexions que nous on va faire en bac et de pouvoir mhm, justement, on va dire, s'assurer maintenant d'assurer du déploiement opérationnel de toutes les réflexions stratégiques qu'on fait. Donc, ça, c'est le premier point sur lequel on a travaillé avec mes associés. Donc, on a mhm, véritablement réfléchi à qui va porter, voilà, va porter, qui peut porter justement la vision que nous, on aura, nous, la porter de façon opérationnelle, assurer justement le pilotage, on va dire, de façon efficace. Donc, mhm, une fois que j'ai trouvé ma team, parce qu'effectivement, la team, ça c'est fait justement en fonction de ce critère. Je disais, je ne cherche pas forcément le major de Polytech, non. Je cherche des gars qui étaient à Polytech, qui étaient moyens, mais mhm, qui a le même mindset. C'est que ça va être compliqué. Il y a des jours où on va bosser jusqu'à 1 heure du matin. Voilà, il y avait ça quand même que je recherchais. Il y a des jours où on ne pourra pas se verser de salaire parce qu'on mhm, va privilégier le salaire des employés. Et j'avais besoin des associés qui pensent comme ça. Donc, c'est ça véritablement qui était la force parce qu'ils ont embrassé, on a tous embrassé la même vision. Bon, j'ai la même vision, en tout cas, avec voilà, très, très peu voilà, de, 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 de différence. Donc, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, bah, je suis ingénieur, j'ai fait du génie industriel, j'ai des compétences, j'ai un certain savoir-faire. Et qu'est-ce que je peux faire pour faire du pilotage de projet à distance? Et heureusement, hein, que je suis ingénieur, et encore plus à l'ère du Covid, on mettait en place des outils de pilotage à distance. mhm, Le Covid nous a contraints à accélérer les trucs. Donc, ce qui fait qu'il y a eu des outils aussi en complément qui ont été déployés justement pour mhm, assurer le pilotage opérationnel et la gestion de la boîte. Donc, je pense que c'est les deux éléments qui ont permis justement. Et puis aussi, il y a un élément qu'il ne faut pas, et le délégué, qu'il faut pas oublier, c'est la capacité à déléguer. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs mhm, veulent tout faire. Même si dans les débuts, c'est toujours compliqué de déléguer, mhm, mais on a aussi appris à déléguer et à relâcher un peu, surtout entre nous associés. Parce que voilà, il y a toujours, et on croit toujours c'est vis-à-vis des collaborateurs et des employés, même entre associés. Il mhm, faut savoir faire confiance à l'autre et déléguer un certain nombre de choses pour pouvoir avancer plus rapidement. mhm, Donc, je pense que tout ça, en fait, c'est l'écosystème qui a permis en fait qu'on puisse atteindre ces résultats, quoi. mhm, mhm. Tout à fait.
Euh, quel style de manager tu es? Comment tu te décrirais? Je pense que j'ai même répondu. Je pense que je suis plutôt délégatif. Donc, je pense que j'appartiens Donc, au style de manager délégatif, mais euh, je- j'ai quand même tendance à vouloir toujours Heu, même si je laisse les gens travailler en autonomie, hein, tous avec qui je travaille savent que, quand on se dit: on fait ça», je te laisse, je te fais confiance, tu le fais, tu le feras dans les délais. mhm, Mais j'aurais tendance à faire justement des points d'avancement, des points pour savoir est-ce que tu en es et c'est véritablement comme ça que je travaille et je laisse et une fois de plus, nous on dit on mise sur l'innovation véritablement, on veut pousser l'innovation au centre justement de nos valeurs et créativité, innovation dit, ne pas enfermer une personne dans une boîte et c'est pour ça que c'est mhm, important pour moi et même au niveau des mhm, collaborateurs, je suis et je le dis toujours à chaque réunion qu'on fait avec les collaborateurs, je suis ouvert ou on est ouvert à vos suggestions. N'hésitez pas à mhm, faire des propositions, pour te dire à quel point j'ai essayé de rendre, assez, fluide la communication. On me disait toujours: «Vous», à un moment j'ai arrêté de dire: «Vous». C'est moi, c'est James, c'est tu. Il y avait automatiquement c'est tendance à vous voyez parce que bon, c'est James, c'est apparemment lui le porteur du projet, donc j'ai essayé de voilà, de mettre une ambiance, c'est à mes risques et périls, hein, c'est un choix que j'ai fait. mhm, Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais j'ai tenu justement c'est-à-dire à créer, à éviter de créer un trop d'éloignement, mais je ne veux pas non plus dire que il faut être rapproché, dans l'intimité avec ses collaborateurs, mais j'ai ok, essayé justement d'éviter cet éloignement pour fluidifier la communiqué et délier les langues. Parce que parfois tu fais des trucs en tant que, porteur de projet, tu peux faire des conneries. Et si tes mhm, collaborateurs ne sont pas capables de te dire de façon objective: «Ah attention là, tu es en train de faire une connerie», tu mhm, risques à entraîner ton équipe vers la fin, quoi. Donc ok, j'essaye un peu de mettre ça c'est un peu le style de travail que j'ai au quotidien, même si voilà, ça reste quand même un minimum encadré. mhm, mhm, ok. Et en tant qu'associé, les rapports avec tes autres associés qui ont de la voix dans le projet, comment ça se passe? Là, ils ne sont plus, enfin, tu n'es plus le boss, c'est des associés, ils ont leur voix. Quelle a été votre expérience sur la gestion euh, des tensions, surtout? Quand tout se passe bien, Bah, tout va bien, mais quand entre novembre et avril, il n'y a pas de cash qui rentre, est-ce qu'il y a de la divergence sur la stratégie? Est-ce que tout le monde te suit? Est-ce que tu les convaincs? Bref, comment en tant que CEO de Hypercell, comment tu penses que tu as évolué dans ce processus-là? Je rappelle que toi, tu n'avais pas d'expérience préalable, mais comment ça se passe en fait pour toi? Ou alors à chaque fois, tu leur rappelles les dispositions des statuts ou de, je sais pas, de pacte d'actionnaire que vous avez. Bref, comment sont tes rapports avec tes associés? je pense moi ma force, je pense, hein, je pense que moi ma force en fait, c'est que j'ai arrêté de croire que ça marche pas à cause des autres. J'ai pour moi ma faculté de remise en question personnelle. Donc à chaque J'aime ça. fois, moi je pense que j'ai un mindset qui est assez différent, bah, en tout cas des discussions que j'ai pu avoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, au lieu d'avoir une posture autoritaire, je me dis, ou alors je dis, c'est les autres, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça n'aille pas dans le sens que ça devait, où ça devait normalement aller. Et quand je Alors, fais ça, ça me permet justement d'éviter de tomber dans l'émotif. Parce qu'en général, c'est l'émotion qui entraîne souvent un ensemble d'actes qu'on regrette parfois. tout à fait. Et j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs qui ont plus ou moins le même tempérament. Donc c'est vrai que Mhm. moi, même si derrière, j'ai parfois tendance à vouloir être autoritaire, je sais aussi me dire: «Ah attention, ça reste ton collaborateur, ça reste ton cofondateur, ton associé». Donc il y a pas un rapport j'évite de créer un rapport de hiérarchie entre nous. Ça c'est je pense que c'est un premier élément qui a créé un climat de travail plus ou moins intéressant. Le deuxième élément, c'est que je laisse mes collaborateurs faire des propositions et des suggestions et de mettre en application. Parce que je ne suis pas un expert pour prétendre savoir ce qui va marcher, ne va pas marcher.
OK. De la même façon que je peux mettre en place des actions, ça ne marche pas, ou ça marche. De la même façon, il peut mettre ces actions, ça marche pas. Maintenant, s'il met en place, ça marche, c'est tout bénéfique pour l'équipe. Si ça ne Tout marche à pas, fait. on aura appris. Donc, ce qui fait que j'ai la capacité de relâchement. Donc, je sais relâcher pour dire, écoute, vas-y, teste un peu, voir, on verra ce que ça fait. Et Mhm. vice-versa, ils ont aussi cette capacité de dire, en fait, ouais, peut-être bien tu devrais un peu faire ça, on verra comment ça fait. Donc, on est quand même assez flexible à ce niveau. On a eu des Mhm. discussions. Et puis, de façon, nous sommes des humains, on est sujet aussi à, justement, à nos émotions. Donc, comme dans toute relation humaine, nous, on s'est dit, au lieu de dire, parce que on ne veut pas être des équipes qui boudent et quand tu boudes, il y a des incompris. Qu'il y a des incompris, il y a une mauvaise communication. En fait, ça crée justement un manque de communication globalisée, ce qui fait que les noms, les sous-entendus, tu vas dire, il a fait ça peut-être, c'est parce qu'il non. Donc, on essaie vraiment de communiquer terre à terre, de dire les choses telles qu'elles sont et de rester très, très lucide. Moi, je pense que c'est l'une de nos plus grosses. On a les tensions, on essaie de les résoudre. Ok, ça, voilà ce qui s'est passé. Mhm. Et je sais que et je pense aussi ce que les entrepreneurs devraient être capables de faire, surtout quand ils s'associent, d'être capables de dire je suis désolé. Mais je ne peux pas te Mhm. dire à quel point c'est puissant de dire je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Ah, tu as raison. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, je ne sais pas si c'est pas égaux, ou je ne sais pas, quel Mhm. que soit le cas, ils ne sont pas capables de dire, même quand ils sont fautifs, ah vraiment, j'ai vraiment fait n'importe quoi, vraiment, excuse-moi, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. Parce que Voilà, même si on est capable de se maîtriser, on peut avoir un moment de relâchement. tout à Et fait. il faut être capable d'avoir le recul et de dire, ah, je n'aurais pas dû te parler comme ça, vraiment. Excuse-moi, boss. On s'appelle, nous, entre nous, on s'appelle boss. Excuse-moi, boss. Voilà, Et je pense que c'est- c'est une expression qui peut sauver beaucoup de projets. Désolé, je fais ça, je n'aurais pas dit ça. Donc, tout je à pense fait. que c'est ça, je pense que c'est ça un peu, hein, parce qu'on est quand même cinq personnes, cinq personnalités différentes. Donc, voilà, c'est pas toujours évident. Tout à fait. Non, non, parfait. Tu as. Non, c'est parfait. On chemine vers la fin. J'ai quand même encore deux, trois questions. C'est quoi ces choses-là? Alors, j'ai le topo classique pour les gens de la diaspora et cette négativité qui a beaucoup de fondements. Euh, parce que le pays n'a pas beaucoup fait. Hein. Le pays, c'est pas que en particulier au Cameroun, globalement. Ça semble toujours beaucoup plus facile de faire des choses ailleurs, surtout quand on a fait des études, on a essayé de statut que de le faire. Et il y a aussi une part de beaucoup de préjugés sur beaucoup de choses qui se passent au pays. C'est quoi ces choses-là que toi tu as réussi à faire au Cameroun et tu dis, waouh, je ne pensais pas que ça, ça pouvait se faire. Mais ok, d'accord, c'est possible. Ok, d'accord, c'est pas possible. C'est quoi ces choses-là dans le climat des affaires au Cameroun, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, mais c'est quoi ces choses qui t'ont quand même surpris, si bien sûr elles existent, et tu te dis, ok, d'accord, et ça a peut-être consolidé et raffermi ta conviction dans le de ta boîte au Cameroun. Je pense que, effectivement, l'écosystème camerounais n'est pas du tout évident. Moi, je Mhm. connais cet écosystème, je connais un peu plus la France parce que ça fait un bon moment que j'y suis, donc je côtoie justement le milieu professionnel. Donc, je n'avais pas forcément de référence, en fait, on va dire, d'éléments de comparaison par rapport au marché camerounais, toujours par rapport on va dire, au continent. Et Mhm. je pense que récemment, j'ai fait un voyage en Côte d'Ivoire. Et effectivement, à ce moment, tu commences à faire des comparaisons. Tu te dis: «Ah, c'est comme ça ici, c'est comme ça là-bas» et tu te rends compte qu'effectivement, il y a beaucoup chez nous, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, l'écosystème entrepreneurial, surtout s'il faille cibler la diaspora, inciter la Mhm. diaspora à revenir, il y a beaucoup de choses à faire effectivement. C'est que, une fois de plus, moi j'ai vu quand je suis en comité réduit avec mes potes, ce que je dis, c'est que il faut qu'on évite de tomber dans le syndrome du sauveur. C'est qu'il y a beaucoup de diaspora. Je veux pas forcément généraliser, mais dans mon Ouais, environnement proche, il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont le Messie et qu'il faudrait qu'on les ouais. accueille avec un tapis rouge, avec des pétales, et quand ils vont venir, à la main Mhm. difficulté, ils se disent, bon, vu qu'il y a une difficulté, bon, ça veut dire qu'on ne veut pas de moi. Donc, Tout il à fait. faudrait qu'on casse ce mythe-là. C'est que tu viens d'abord parce que tu veux faire du business. OK, tu veux contribuer aussi au développement de ta notion, mais tu veux faire du business.
tout à Et fait. que ce soit en France, en Côte d'Ivoire, il y a des difficultés partout. Peut-être plus au Cameroun. Mais plus la diaspora va se dire il y aura des difficultés, moins compliqué sera le retour de la diaspora. Parce que Mhm, quand tu vas arriver dans un écosystème camerounais qui a ses failles, tu auras tendance à vouloir. Moi, bon, en général, les gens disent en France, on fait ça, ici au Cameroun, on ne fait pas ça. Non, c'est au Cameroun, effectivement. Je n'encourage pas justement ça, mais j'ai envie de dire, tu dois essayer de je veux pas forcément dire faire avec parce que ça fait un peu genre on baisse les bras, on dit ok c'est comme ça, c'est comme ça. Mais en mhm, gros, tu dois savoir tirer ton épingle du jeu parce que tu viens aussi faire du business. Donc ça mhm, sert à rien d'entrer dans des conflits quand tu pourrais l'éviter. Quand tu pourrais mhm, les éviter. Pour moi, mhm, c'est il y a ça. Donc pour moi, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, effectivement, au Cameroun, il y a des difficultés, mais j'ai aussi fait le constat qu'on peut les éviter. Le problème, c'est mhm. que on veut entrer en confrontation parce qu'on considère que ce n'est pas normal. Ok. Il faut savoir quel est no que il faut savoir c'est quoi la bataille. Il faut savoir c'est quoi ta bataille. Tu veux mener quelle bataille? Tu viens faire du business? Tu veux participer à l'essor économique ou tu veux venir établir des règles avant de faire du business? Et surtout que, Waouh. je suis désolé, quand tu veux venir influencer, ou faire établir des règles, tu dois avoir un background. Tu ne dois pas venir à la diaspora ou que tu es ingénieur, 5 ans d'expérience, tu viens. Tu as quel background? Tu comptes sur quoi pour venir établir des règles nouvelles? C'est quoi tu comptes? Économiquement, tu pèses? Non. Est-ce que tu as un réseau conséquent? Je ne pense pas. Donc il faut qu'on arrête d'être dans des morales. C'est sûr, il va falloir dénoncer certaines nombre de choses, mais la Mhm. moralisation perpétuelle dans, là, à un moment donné, faudrait juste être objectif, pragmatique. Je suis là pour cet objectif. J'évite de me détourner. Je pourrais effectivement me détourner si et seulement si c'est nécessaire. Si c'est pas nécessaire, qu'est-ce que je vais perdre mon temps et mon énergie à faire ça? Pourquoi? Donc c'est moi, c'est la première chose. En fait, c'est la première, si tu veux, j'ai pu confirmer ça une fois que je suis arrivé au Cameroun, c'est que effectivement c'est compliqué, mais on peut le contourner et la diaspora, voilà, faites les efforts, adaptez-vous, contournons quelque part, sachant qu'on a un objectif en tête. C'est que voilà, Tout à personne ne va venir te chercher dans ton petit atelier pour te dire: «Arrête de faire». Non. fait. Donc, tu auras des blocages, essaye dans la mesure de du respect de tes principes et de tes valeurs, voilà, de contourner ça. Tout à fait. Pour Tout à fait. moi pour moi, c'est un peu ça. Et puis maintenant, des belles rencontres. Au Cameroun, j'ai fait de belles rencontres contrairement à ce qu'on peut croire, les acteurs sont ouverts. Moi, par exemple, j'ai rencontré Emmanuel Wafo. Si les personnes Mhm. si vous n'êtes pas abonné, JICAM, Bien sûr. c'est, le président agit comme en charge du développement économique des PME, très ouvert. Mhm. Alors on s'est rencontrés en Allemagne au fil de l'eau, on a discuté. D'ailleurs, C'est un qui serait PDG qui est d'une pressenti, boîte qui fait 6 milliards de d'ailleurs, il se dit qu'il serait pressenti comme potentiellement un candidat pour du GICAM très bientôt. effectivement, j'ai vu, depuis quelques mois déjà effectivement, que ce soit à travers ses sorties ou, j'ai vu effectivement qu'il était, un favori apparemment sur, justement le remplacement de Célestin Tawamba. Donc, voilà, C'est-à-dire je ne veux que, pas juste pour dire que c'est une m'avancer, je grosse n'ai pas plus pointure. d'informations. Ouais, enfin, juste pour dire que c'est une grosse pointure, mais qui est accessible, contrairement à ce que les gens C'est ça en fait, c'est que peuvent. en fait, c'est ce que je veux te montrer, c'est qu'il est Mhm. PDG d'une boîte qui fait 6 milliards de chiffre d'affaires annuel. Je suis là, Mhm. petit étudiant sorti d'école qui a un projet et Mhm. me qui accepte d'avoir des entretiens avec moi, qui parle avec moi de façon ouverte, voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi ce mythe à casser, c'est que Mhm. l'entrepreneur qui veut rester dans son coin parce qu'il croit qu'il est le futur Elon Musk d'Afrique et qui ne veut pas être ouvert justement à l'expertise des anciens. Je pense que c'est une grosse erreur. Et Mhm. nos anciens sont ouverts. Il a dit un truc, c'est qu'il est content de voir que la jeunesse, il y a des jeunes qui sont soucieux et qui veulent contribuer justement au développement industriel du Cameroun. Donc, Mhm. je pense qu'aujourd'hui, il y a véritablement, je pense qu'il y a des initiatives dans ce sens, de créer justement ce réseau pour pouvoir justement se faire coacher par des anciens parce que tu évites pas mal d'erreurs que tu as commises quand tu te fais coacher par une personne qui a 20 ans d'expérience. C'est quand même un atout non négligeable. Donc, je pense que la plus grosse surprise, il y a eu plusieurs, il y a aussi monsieur,
qui fait Monsieur Safou, je pense. J'oublie son nom, je ne veux pas dire de conneries, qui fait dans le transport. C'est un gros poids lourd dans le transport au Cameroun. Donc, ils sont des personnes quasiment ouvertes. Donc, il y en a plein comme ça. Récemment, il y a le secrétaire général du JICAM, l'avocat, comment il s'appelle, monsieur Jonathan, je crois, Jonathan, je pense. Jonathan Niem. Ouais. Bon, on on devait avoir un call, mais bon, parce que imprévu, ça s'est pas fait. Qui sont ouverts à, OK, il y a des gens qui veulent faire, ah super, ils sont ouverts à discuter. Donc je pense que ça Mhm. aussi, c'était une surprise pour moi. Je me disais, ah, le Camerounais, bon, on a tendance à stigmatiser, on va dire, on a beaucoup de préjugés. C'est dit, ouais, ils ont Mhm. réussi, ils vont jamais, ils sont pas accessibles, mais vraiment non. C'est que Mhm. ils sont toujours ouverts. Mais après, maintenant, il faut avoir la bonne approche, quoi. Faut pas Mhm. venir, ouais, j'ai un projet de 100 technique, et puis voilà, ils ont mieux à faire de leur temps. Il faut aller droit au but, être pragmatique, et puis ils sont assez ouverts, quoi. Absolument, absolument, absolument. Euh, Comment tu restes motivé quand c'est pas facile, quand, encore une fois, tu es à l'étranger, tu n'as pas que ça à faire, tu as d'autres ambitions à titre personnel, professionnel, académique, j'imagine familial. Quand tout n'est pas rose, comment tu fais pour rester motivé? Comment tu fais pour garder de l'espoir? Qu'est-ce qui te ressource généralement? Il y a 3 moi, j'ai 3 sources de motivation. Et la plus Hmm. importante, c'est je dis toujours, heu c'est ma motivation interne, c'est ma capacité derrière à l'épuiser en moi. C'est la vraiment, j'ai la capacité de croire, je crois en mes capacités et quand on regarde plus tard, tu demandes à des gens: «Est-ce que tu penses que quelqu'un pourrait faire ça?» Je pense que la réponse ne sera pas forcément positive. La plupart des réponses ne seront pas positives et ça ne m'a pas empêché derrière de croire en ce que je voulais, en moi et puis, de me fixer des objectifs. La Mhm. seconde source de motivation, il suffit d'allumer la télé, de mettre TF1, BFM TV, je dis comme ça, hein, il suffit pour toi d'allumer la télé, tu mets BFM TV, tu mets LCI, tu vas te rendre compte qu'il y a une sorte de j'ai envie de dire, d'harcèlement vis-à-vis des étrangers et des noirs en général. Moi, je veux parler de ça, vraiment sans retenue et tu te dis en fin de compte, bah, tu n'es pas chez toi. À chaque fois que je suis là, je me dis: «Je ne suis pas chez moi». Et à chaque fois que j'allume ma télé, on me rappelle que je ne suis pas chez moi. Je me dis en fin de compte: «Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Et ça me Mhm. motive. Donc à chaque fois, à travers les discours politiques aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité avec le contexte actuel. Mhm. C'est encore plus un élément motivant pour moi et ça me conforte. Déjà que j'avais déjà ces postures il y a 5 ans, on n'avait pas encore ce discours, qui est banalisé aujourd'hui et c'est encore Mhm. plus vrai aujourd'hui. Donc à chaque fois que je suis démotivé, j'allume ma télé, je mets, BFM TV ou alors, je crois la référence en France aujourd'hui, c'est la chaîne de Bolloré là. Donc je mets ça et puis ça me rappelle Mhm. pourquoi je devrais être motivé. Rapidement, rapidement ça me remotive et Mhm. l'autre source de motivation pour moi, je te dis, c'est l'attachement qu'on a à la terre, à notre terre. Ouais. Ça reste aussi, la motivation, une des motivations, c'est que de pouvoir aussi, une fois de plus, en évitant de vouloir prétendre être un sauveur, de pouvoir Mhm. contribuer aussi quelque part à l'essor, voilà, à notre niveau, voilà, de la patrie ou d'Afrique en général. Mhm. Mhm. Absolument, absolument. Dernière question. Euh, Tu arrives à progressivement prendre tes marques, donc high-tech design sur le Cameroun. C'est quoi? C'est à peine 2 ans là maintenant, donc il y a certainement de la part de l'achat se faire. Mais on va dire sur comment tu vois en termes d'ambition high-tech design. Est-ce que tu veux rester camerounais ou est-ce que tu penses même au-delà? C'est-à-dire, quels sont les possibilités encore que ce marché-là offre qui te laisse avoir, voilà, des, envisager des options assez favorables quant à la durabilité du
projet. OK. Euh, pour te dire, quand je regarde, une fois de plus, là, je suis dans une comparaison par rapport à l'écosystème français, Mhm. on n'a encore rien fait. Pour te résumer, Mhm. on n'a encore rien fait. Il y a tout à faire. Une fois de plus, si j'entre dans le jeu de comparaison avec l'écosystème français et le niveau Mhm. de maturité qu'on peut atteindre sur ce secteur d'activité. Donc, Mhm. quand tu sais qu'on n'a encore rien fait, qu'il y a beaucoup de choses à faire, il faut bien savoir ce que tu veux faire. Parce que pour ne pas on va dire, naviguer à vue. Mhm. Donc, Hightech Design a des ambitions de développement national, mais international, et Afrique en Afrique en général. Je Mhm. dirais, j'étais dit tout à l'heure que j'étais en Côte d'Ivoire, justement, dans cette optique-là, parce que le Mhm. marché ivoirien, voilà, les indicateurs sont quasiment au vert. Voilà, Mhm. même si on est sur un marché qui est un peu plus mature que le marché camerounais sur ce secteur-là, on a quand même, voilà, des parts de marché à se faire. Et puis Mhm. aussi, des pays, notamment aussi l'Angola, parce que ma compagne est d'origine angolaise. Donc, il y a Mhm. aussi des réflexions qui sont faites à ce niveau. Et pourquoi Mhm. pas l'étendre. Donc, on a véritablement, comme je t'ai dit, on a visualisé le truc en grand et on essaie d'avancer par étapes, par petits pas, Mhm. surtout dans Mhm. l'industrie. Parce que l'industrie, ce n'est pas le digital, ce n'est pas une agence de marketing où tu peux quitter comme ça là, de nulle part. Voilà. Il faut beaucoup Mhm. de, voilà, de rigueur, de patience, parce que ça se construit brique par brique, surtout pour une industrie durable. Tout Ça à ne se fait. fait pas comme ça à la légère. Donc, Mhm. ça va se faire comme ça. Cet objectif long terme, là, elle est déjà visualisé par l'ensemble des associés. Et Mhm. voilà, on met des briques progressivement, sachant qu'à high-tech design, pour ne pas justement donner trop d'éléments, ce n'est qu'une des entités de ce qui va venir, qui sera la high-tech group. Donc, on a pour Mhm. ambition justement de venir apporter justement un plus dans justement la fabrication, en tout cas dans les métiers de la conception métallique ou mécanique Mhm. par extension, Mhm. et puis aussi de la montée en compétences, comme je t'ai dit, c'est qu'on a besoin de compétences locales, de la montée en compétences en local sur justement ces technologies qui sont quelque part essentielles et inévitables si on a véritablement des objectifs de croissance qui tiennent la route, quoi. Donc, je pense que voilà, j'ai un peu résumé un peu que, Absolument. le futur d'high-tech design, quoi. Absolument. Et c'est tout le mal que vous souhaitez, vraiment. Ce- Des débuts jusqu'à maintenant, enfin, je crois que à titre personnel, maintenant, comme je le disais tantôt, on a l'occasion de travailler plus proche, là maintenant, depuis quelques mois, sur une opération et je suis extrêmement impressionné, mais surtout encouragé quant à ce que. Je vais te dire, à titre, je pense que à titre, je n'ai jamais dit. C'est bizarre là, c'est un peu bizarre. Euh, on m'aurait dit quand j'étais venu en 2018 que James, tu allais être celui avec lequel je parle maintenant. Je t'assure, j'aurais dit non. Mais effectivement, Mais beaucoup, effectivement, mais moi, je t'assure. mhm. C'est beau parce que ça veut tout simplement dire qu'il ne faut jamais, en anglais on dit write off, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais, enfin, les gens ont juste besoin, tu vois, on parle de saison de vie, c'est-à-dire que c'est juste, on est juste à un pic près, on est juste à une information prête, on est juste à un constat prêt, on est juste à une frustration prête pour que voilà, celui qu'on était avant change complètement à celui qu'on est. Et peut-être même celui qu'on était avant brille davantage celui qu'on sera. Donc moi, je suis super fier de toi et je sais que le meilleur reste à venir. Bien sûr, pour tous ceux qui nous suivent, on va mettre les liens en description du site internet de Hightech Design, des réseaux sociaux et bien entendu de James. N'hésitez pas à les visiter. C'est un produit que nous recommandons fortement sur notre pas. Et voilà, on vous souhaite tout le meilleur, quoi. Et j'espère te recevoir ici encore d'ici quelques temps avec voilà, plus de belles nouvelles avancées. Je te remercie pour l'invitation, en tout cas. Merci pour la motivation, on en a besoin. Et j'espère effectivement que je reviendrai avec plus d'anecdotes et plus de valeur ajoutée, justement. Ah, donc, au profit, justement, voilà, des gens qui suivent Dadoupa.
Absolument, absolument. Je te donne la parole pour le dernier mot. C'est quoi ce qui te vient à cœur? Conseil, peu importe. Et quel est le dernier mot que tu aimerais Moi, je veux rebondir et puis ça me parle, hein, la phrase de Tidiane, récemment, il n'y a pas longtemps, sur dire? l'investissement, où il disait que, si tu veux, faire x100 ton Mhm. investissement, va à la Silicon Valley. Si tu veux faire fois 1000 en Mhm. Afrique. Et Et en c'est Afrique. c'est c'est encore plus d'actualité. Mais moi, je touche Mhm. un peu du doigt. C'est que, la plupart des personnes avec qui je discute: «Vous avez été rentable la première année, à 6 mois en 7 mois d'activité». Donc Mhm. effectivement, il y a de forts potentiels. On a besoin de justement, dans la recherche justement, justement de l'équilibre entre le business, fait de l'argent et contribuer à Mhm. l'économie, d'avoir, la diaspora, mais pas que la diaspora. Il y a un potentiel énorme, il y a des personnes fantastiques, en local, il faut qu'on arrête de croire que c'est la diaspora qui va venir faire voilà. Moi je crois à la ressource locale. Je Mhm. crois qu'avec les bons moyens, la ressource locale peut faire des merveilles. Et il faudrait juste qu'on soit conscient, nous, diaspora, parce qu'on a accès, une fois de plus, je l'ai déjà dit à ma maman. Malheureusement, je ne peux pas le dire à mon papa qui était décédé, mais la plus-value du voyage que j'ai fait sans que j'ai acquis, mais c'est on va dire, justement de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et pour Mhm. moi, j'espère que mon discours va encourager, que ce soit des jeunes ou pas jeunes, la diaspora qui ont à cœur de revenir en Afrique, de s'armer de beaucoup de courage, de patience et de planifier véritablement, le retour avec des projets qui vont contribuer voilà, à l'intérêt commun, quoi. Absolument, absolument, absolument. Voilà. C'est parfait. Merci pour ces belles paroles et Inch'Allah Il y a qu'il il y en a soit l'argent il y a l'argent à se faire. Il y a l'argent gagné à à se la faire vie. rentrer. Très important. Allez, merci beaucoup, James. C'est vraiment très gentil. Après, Merci pour le temps. Jonathan, Du premier soin de toi et à très vite alors. Allez. à très bientôt.